Monsieur, bonjour. Oui, vous êtes. Ou alors, qui souhaite prendre la parole? Alors, madame, je crois que vous l'aviez demandé tout à l'heure. Oui, bonjour, docteur Nadaf, médecin XAPA. Je voulais savoir quand même, malgré tout, j'ai bien compris la démarche de l'enquête, de l'essai Bacloville, mais je voulais quand même connaître le nombre le pourcentage de patients qui avaient des critères de dépendance. Selon DSM-4. Voilà. Oui, bien sûr. Non, je crois qu'il y en a 30 qui n'avaient pas ce critère-là. 30 qui n'en avaient pas. 10%. 10%. Merci. Bonjour, docteur Godban, psychiatre addictologue en CHS Clermont-de-Loise. Je vous remercie pour ces présentations. Je découvre ces études aujourd'hui. J'ai des questionnements méthodologiques qui peuvent répondre parce qu'au départ j'ai l'impression quand même de voir des études plutôt de type naturalistique, à part qu'il y a du double aveugle, du tâtonnement, ce qui peut s'expliquer par répondre aux besoins des patients. Et on est très loin, donc ça fait assez artisanal, et on est très loin des grosses études des labos où déjà la dose est précise, le protocole est précis, avec le beau patient qui n'a que cette maladie-là, mais qui ne correspond pas à la réalité. Donc ça peut, à mon sens, expliquer pour beaucoup la grosse disparité des résultats. Et je voulais savoir, à titre de comparaison, par exemple, en fonction des moyens et des études, qu'en pensez-vous par rapport entre ces rigueurs méthodologiques-là et celle, par exemple, de l'étude qui a établi l'AMM pour le Celincro, avec un gros labo, hein. Je pose la question, hein, en sachant que je ne prends pas de parti. Voilà. Qui veut répondre? Écoutez, je veux bien vous répondre, c'est-à-dire que ici, vous avez raison, ce sont des études qui correspondent à certaines d'entre elles, notamment l'étude Bacloville, qui est d'une grande rigueur méthodologique, contrairement à ce que vous dites, et qui correspond aux vrais patients. Ça fait 2 avantages. Et la réponse, en plus, est positive, sans appel. Les études concernant le nalméphène n'ont rien à voir avec ça, puisqu'il est impossible de savoir, dans ces études-là, quels sont les patients répondeurs ou non répondeurs, quels sont le pourcentage de patients qui viennent en dessous de la consommation à risque. Et en gros, par rapport au placebo, le Celincro, en moyenne, fait boire un verre de moins dans les études. Et je pense que le Celincro est une escroquerie intellectuelle parce que les études ne suivent absolument pas ce protocole. C'est uniquement la consommation moyenne. Et surtout, il y a eu des bidouillages dans les résultats faits par le laboratoire lui-même qui a publié les études avec des auteurs qui ne sont pas les signataires, avec ce qu'on appelle les ghostwriters, puisque le Celincro a été lancé comme on lance les produits inefficaces habituellement, et les évaluations indépendantes par les autorités sanitaires de différents pays ont dit à juste titre que ce produit n'apportait rien de plus que le Revia dont il est très proche, et surtout, les méta-analyses faites par des auteurs indépendants ont montré que ça n'avait pas d'efficacité. Donc je crois qu'il faut faire attention avec ce qu'on entend à propos de ce produit, y compris d'ailleurs dernièrement dans la bouche de certains grands addictologues français dont je déplore l'absence aujourd'hui. Ça ne doit pas les intéresser de savoir, d'avoir des détails sur l'étude Bacloville. Il faut aussi avoir en tête les centaines de millions d'euros, voire les millions d'euros déversés par le laboratoire Lundbeck sur la tête des addictologues.
Et personnellement, d'ailleurs, j'ai dénoncé le fait que des études à apparence scientifique qui faisaient la promotion du Célincro étaient signées par des auteurs qui ne révélaient pas leur lien d'intérêt avec le laboratoire. Donc, sur le plan scientifique, le Célincro n'a rien à voir avec le baclofène. L'efficacité est faible, voire nulle, alors que là, comme on vous l'a montré, les études à forte dose sont positives, les études à dose moyenne, parce que moi je crois qu'il faut distinguer les 3 catégories, sont négatives, mais pour des raisons de dose, et les études à dose faible, certaines d'ailleurs, curieusement, sont positives et d'autres sont négatives. Mais alors, si on veut aller jusqu'au bout, il faut faire des études comparatives. Mais je ne suis pas sûr que le laboratoire Lundbeck se lance dans ce genre d'études, parce qu'il sait très bien que... Et j'apprends que le laboratoire Lundbeck, d'ailleurs, vend la molécule du Célincro, dont les ventes sont en chute libre, parce que les cliniciens s'aperçoivent que l'efficacité n'est pas très bonne. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, attendez. Merci. Alors, je n'ai personnellement aucun lien d'intérêt avec le laboratoire Lundbeck, vous l'aurez compris, mais ni avec le laboratoire Etipharm. Oui, bonjour. Jutta Schmidt-Topchier, ex-APA Cap 14 et Novadonna. J'ai une question à M. Jory sur l'étude Bacloville. Vous avez parlé de 160 patients qui ont été dans l'étude baclofène. Et donc, 49 arrêtés et 23 perdus de vue. C'était 49 arrêtés plus 23 ? Non, les 23 sont inclus dans les 40. D'accord. Dont 23 perdus de vue. Donc, et la deuxième question, la durée maximum du traitement baclofène ou placebo, c'était 52 mois. 52 semaines. Semaines, oui. Est-ce qu'il y a une durée minimum où vous dites à la fin de l'étude des patients... Ah non, mais on étudie que ceux qui sont arrivés au 12e mois. Les autres, c'est des échecs. Alors, ils ont tous eu les traitements pendant... Non. Dans les études pragmatiques, il y en a qui ont arrêté, qui ont repris. Il y en a qui ont... Non, c'est des patients... Alors, on a beaucoup discuté combien de temps on acceptait qu'ils puissent arrêter et reprendre. Mais il y a un certain nombre, je ne sais pas par cœur, mais il y a un certain nombre de patients qui étaient dans le bras baclofène et quelques-uns dans le bras placebo, qui, allant bien, ont arrêté le traitement, mais sont allés jusqu'au bout de l'étude et sont étudiés en fonction de leur consommation comme des échecs ou des succès. Mais ils ne prenaient plus les médicaments de façon volontaire, parce qu'on sait très bien qu'il y a un certain nombre de patients sous baclofène qui arrêtent le traitement et qui continuent à aller bien. Donc, en gros, c'est, je pense, 20% d'après mes cohortes à moi, mais bon, c'est mieux que rien. Mais en gros, je pense qu'il y a 20% de patients qui peuvent arrêter le traitement et continuer à aller bien. Et dans l'étude, il y a un certain nombre de patients, pas beaucoup, mais qui ont arrêté le traitement, qui continuent à aller bien, continuent à être suivis par l'investigateur et qui étaient à 0 comprimés. Mais ils étaient à 0 et ils venaient aux visites. Voilà. Oui, rebonjour. C'est moi qui ai quitté la salle tout à l'heure, donc Dr Perrin du XAPA de Vitré en Bretagne. Je voudrais savoir si vous pensez que la façon de présenter les choses est ce que je viens d'entendre en réentrant dans la salle, c'est-à-dire qu'en gros, que Célincro, c'était en gros pas efficace, en chute libre, voire même malhonnête, après avoir entendu que les études d'avant, en gros, c'était au mieux des crétins, au pire des vendus. Je voudrais savoir si vous pensez que ça participe à un abord objectif et dépassionné de la question. Je ne pense pas avoir utilisé le terme de crétin ou de vendu, mais c'est... Oui, enfin, c'est pas un résumé très, très correct. J'ai donné des faits, c'est-à-dire les méta-analyses récentes montrent que ce produit n'est pas efficace. Je vais me contenter de ça. Et quant aux liens d'intérêt, ils sont très faciles à voir. Vous allez sur le site qui s'appelle transparence.gouv. Vous prenez la liste des personnes subventionnées par Lundbeck, que ce soit des voyages, etc., ou que ce soit des études. Vous prenez la liste des personnes subventionnées par la société qui a fait la promotion de lancement, et vous verrez qui vous trouverez. Oui. Bon, je pense quand même qu'il faut quand même rester calme et puis
on a quand même reçu déjà. Oui, mais quand même. Oui, non, disons que j'ai l'impression que j'ai le bras armé du baclofen des deux côtés, là. Vous savez, c'est comme dans le TA, quoi. Il y a un bras scientifique, et puis il y a des diplomates, il y a ceux qui négocient, et puis il y a les bras armés, là, qui sont pour la guerre. On en a besoin. On en a besoin, ça fait avancer les choses, il faut le dire. Mais bon, il y a un moment, je pense qu'il faut déposer les armes et puis, voilà, parler normalement, quoi. C'est pas, enfin bon, c'est difficile, visiblement, pour certains. Mais bon. Donc, Ivana Fuli, moi je suis psychiatre, je suis bobologue bénévole, mais j'ai eu une bonne formation de psychopharmacologie compris Oxford. Et je trouve que votre étude est extrêmement intéressante parce qu'effectivement, on est dans une crise de crédibilité des publications. Et ce qui peut quand même faire la différence, c'est tout ce que Ben Goldacre est en train de faire avec le mouvement All Data. Et il faut absolument, à mon avis, mettre vos résultats sur Internet un jour. J'espère que ça n'a pas été vendu en exclusivité à un labo, parce qu'à ce moment-là, ça permettra de ce que beaucoup de scientifiques un peu partout, intéressés par le problème, analysent vos datas et les défendent. Et vous me permettrez, parce que je vous dis ça avec bienveillance, moi j'ai un biais positif envers vous parce que j'ai une personne de ma famille qui a été aidée par le baclofen, que moi je n'aurais pas conseillé. Donc j'ai un biais vraiment cognitif qui est tout à fait certain envers vous. Je trouve que vous vous défendez mal parce que je ne sais pas, enfin moi j'étais au dernier congrès, je ne suis membre que de l'European Psychiatric Association et je suis régulièrement la conférence principale. Bon, il y a régulièrement des conférences. C'est depuis les années 70 à Toronto que des psychiatres s'intéressent et des alcoologues à la réduction des risques. Là, il y avait donc à Heidelberg, contactez-le. Enfin, il y a un psychiatre qui en plus est incroyablement sympa, qui parle très bien anglais, qui parle peut-être français, j'en sais rien, et qui donc il s'appelle, je crois, Karl Mann. Et qui travaille avec d'autres produits, mais qui travaille quand même sur cette même idée de la réduction des risques en disant mais c'est pas parce que je veux pas que les gens se fassent de sevrage, pas du tout, c'est que si ça survient, tant mieux, et si au moins j'arrive à réduire les risques, eh bien ça c'est mon but. Donc il faut quand même vous appuyer sur tout ce qu'il y a derrière vous, au lieu d'avoir l'air comme ça, d'être des petits Gaulois dans leur petit coin qui font leurs trucs sans argent, etc. Bon, je caricature, mais je trouve que c'est dommage, vous n'utilisez pas tous vos atouts. Alors, le professeur Jory, petit Gaulois, s'il en est, va vous répondre. Non, mais je suis d'accord. En fait, vous avez raison. Il faut qu'on se batte pour ça. Vous savez, moi, quand je vois un patient, je lui demande pas, je lui parle pas de réduction des risques. Je lui pose quel est votre objectif. Parce que s'il me dit je veux être abstinent, je respecte. Il y a un certain nombre de patients qui me disent je veux plus boire du tout. Je vais pas lui dire si vous pouvez boire. Voilà, donc c'est possible aussi. Il faut respecter les 20% de patients qui vont bien, ceux qui vont à Alcooliques Anonymes, ils ont 20% de bons résultats. Je les respecte aussi. Je veux dire, même si je vous ai déjà dit que ça me gênait qu'ils en fassent une identité, mais pourquoi pas. Donc, par rapport à la réduction des risques, on en a donc beaucoup parlé à Berlin. Donc, mais c'est difficile de faire passer ce message. C'est difficile, mais bon, on va se battre. Hein, ne vous présentez pas comme en opposition avec la science, entre guillemets, avec le corpus scientifique. C'est depuis les années 70. J'ai l'impression de faire partie de la science. Aussi, un petit peu. Alors, la propriété des données appartient toujours à l'assistance publique. Il y a une partie, donc la base a été vendue à Ethypharm, mais la base, on l'a toujours. Donc, ils ont accès à la base. Hein, il y a un contrat en bonne et due forme. C'est le boulot de l'assistance publique qui fait ça. Donc, en fait, l'agence du médicament a quand même dit à Ethypharm que s'ils voulaient avoir une AMM, il fallait quand même qu'ils s'appuient aussi sur Baclovil. Donc, pour être encore plus transparent, quand j'ai eu l'accord du gouvernement de PHRC, comme on dit, avec la moitié du budget qu'on avait demandé, j'ai eu deux possibilités. C'est-à-dire qu'en 2 jours, j'ai eu le laboratoire qui m'a dit « on travaille avec vous, on vous paye le reste », et ce donateur qui m'a dit « combien vous voulez pour ça ». J'ai choisi le donateur pour être vraiment complètement indépendant de l'industrie pharmaceutique. J'ai mis des liens, j'ai des liens. Je veux dire qu'à partir d'un certain niveau, on ne peut pas ne pas avoir des liens. Bon, c'est vrai que j'ai mangé une fois avec Bouchara Recordati, je crois que c'est 23 €. On a des liens, voilà, c'est comme ça. J'ai des liens, j'ai été invité.
J'ai été invité en Pologne au congrès des psychiatres. Il y avait 300 psychiatres pour présenter le baclofène, la réduction des risques, parce qu'ils ne connaissent pas. Bon, j'ai été invité par un laboratoire qui fabrique le baclofène. Voilà, je le reconnais. Je veux dire, mais de moi-même, je ne peux pas y aller comme ça. Il faut bien être invité. Donc les liens, alors, il y a liens et conflits. C'est vrai qu'il faut différencier les choses. Mais bon, je reconnais que j'ai des liens. Je n'ai pas de lien avec Lüneburg. Il se trouve que c'est comme ça. Bon. J'aurais pu. Enfin, ça fait un moment que... Oui, pardon, je m'appelle Bertrand Lebeau. Je suis on va dire, un vieux militant de la réduction des risques, plutôt, plutôt dans le champ des drogues illicites, mais ça fait pas mal de temps maintenant que je travaille sur l'alcool. J'ai même travaillé à Paul Brousse. Et avec le baclofène, j'ai toujours... Enfin, pour moi, il y a une vraie difficulté, je n'en vois pas deux, j'en vois une seule, c'est qu'il y a trop souvent, je suis en face de patients qui me disent, écoutez, ça marche, je suis très content, mais je ne peux plus conduire ma bagnole et je m'endors au boulot. Et alors, je sais bien qu'il faut augmenter les doses aussi lentement qu'il est possible, ça se passe mieux, mais il me semble que cette difficulté-là, elle est embêtante. Pour le reste, je ne connais pas encore l'Alcover, que j'attends d'ailleurs avec impatience, mais pour le reste, je suis absolument convaincu que le baclofène est le meilleur ou le moins mauvais des traitements. Là, je suis tout à fait convaincu. Mais cette histoire de... Parce que... il n'y a pas de lien entre l'efficacité et la dose, puisqu'elle est individuelle, comme nous l'a expliqué notre orateur objectif précédent. Mais en revanche, il me semble qu'il y a quand même des liens entre la dose et les effets secondaires. Et si on est sur des hautes doses, enfin, c'est peut-être pas aussi mécanique que ça d'ailleurs, mais enfin, voilà, disons, dans la vraie vie, j'ai des patients qui ont le choix d'arrêter de bosser et d'arrêter de conduire leur voiture et de prendre du baclofène pendant, je ne sais pas, quelques mois, ou alors il y a une limite qui est liée à ça qui m'a toujours embarrassé. Voilà. J'entends très bien. Moi, personnellement, je vais avoir 500 patients, 600, je ne sais plus. Quand on a un grand nombre, moi, j'ai des patients avec un demi-comprimé, 5 mg, ils sont complètement azimutés pendant 3 jours. Et j'en ai avec 450 et 500, ils me disent, je doute même qu'ils les prennent. Et si c'est pas, j'en ai un comme ça, si c'était pas la femme qui me disait, je vous assure, il n'arrête pas d'en prendre, hein, il les prend. Je me disais, il les prend pas, parce qu'il sent rien. Donc c'est vraiment, je rejoins un peu Renaud quand il parle de la barrière méningée. Je pense qu'il y en a chez qui ça fait aussi très bien, et puis qui sont très sensibles aux effets secondaires. On a tous l'expérience des effets secondaires, des effets indésirables, on l'a tous avec d'autres molécules. Tu as des patients, tu leur donnes, il y en a qui ne supportent pas le Doliprane, bon, ils ne supportent pas le Doliprane, ils ont des boutons partout. Je veux dire qu'on a tous ça, c'est pour ça qu'il y a les placebos qui sont intéressants. Je suis désolé, mais au bout d'un certain temps, moi je trouve que mes patients, ils conduisent, mes patients, ils vont au travail, ils ont je n'ai pas cette désagréable impression que tu as sur la quantité. Il y en a qui ne supportent pas, c'est évident. Et quand on dit que ça marche 56%, c'est 1 sur 2. Voilà, donc il y en a 1 sur 2 qui ne supporte pas, ou qui n'est pas monté assez, ou qui n'a pas envie, ou chez qui ça ne marche pas. C'est évident. Mais plus tu en as, et plus tu te rends compte que cette histoire de somnolence qui existe presque chez tous les patients, moi actuellement en tant que médecin généraliste, je vais te dire, en tant que médecin généraliste, à la rentrée, là j'ai énormément de patients qui sont fatigués, qui sont somnolents, qui ne sont pas partis en vacances, qui ne vont pas bien. Avant les vacances, c'était pareil. Et aucun n'a pris de baclofène. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Non, mais c'est important. C'est pour ça qu'on fait des placebos. Hein, pour montrer que le patient sous placebo qui a fait pipi au lit et qui a vu des petits lapins roses, là, qui est le patient de mon copain là, qui est là, ben, c'est quand même, il était sous placebo. C'est-à-dire que l'effet nocebo, il existe. Mais bon, après, on les prévient. Mais le nombre de nos patients aussi qui prennent du diazépam ou de l'oxazépam ou tout ce que tu veux et qui ne devraient pas conduire est aussi important. Mais bon, après, il faut relativiser. Mais je ne suis pas aussi si franc que toi. Juste un commentaire dans la foulée par rapport aux effets secondaires et de par mon métier de psychiatre, et je pense pour nous tous médecins, on parle d'alcool. Et quand même, avec ces grosses quantités d'alcool, c'est rare qu'ils puissent travailler. S'ils conduisent, c'est un gros danger pour les autres. Et il s'agit du pronostic vital aussi, avant la qualité de vie. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, une autre question, docteur Aknin. Xavier Aknin, médecin généraliste et addictologue en région parisienne. J'ai une question pour Philippe Jory.
voilà, que je remercie pour la présentation des résultats de l'étude Bacloville, qu'on attendait effectivement avec impatience. Donc ma question porte précisément sur les effets indésirables, puisqu'on n'a pas eu dans la présentation la liste des effets indésirables retrouvés, et y compris la répartition en pourcentage. Donc ça signifie que ce sera présenté dans un deuxième temps? Oui, on est en train de travailler dessus encore. Il y en a énormément. Hein, ça va du furoncle aux extrêmes. Hein. On a vu qu'il y a un certain nombre de décès. Donc on travaille dessus actuellement. On est en plein dedans. Et j'ai dit que la primeur serait évidemment pour l'Agence du médicament. Donc on ne les aura pas tout de suite. Et dans la publication éventuellement. Mais il y en a beaucoup, beaucoup. Parce qu'on demandait aux patients dans leur carnet de marquer tout ce qui leur arrivait. Hein, ils se piquent avec une aiguille. C'est évidemment imputable au baclofène parce qu'il était somnolent. Donc on le met. Hein, je plaisante. Parce que ça peut être aussi l'alcool. Et puis ça arrive même à des gens qui ne boivent pas et qui n'ont pas de baclofène, qui se piquent avec une aiguille. Mais tout est marqué. Il y a un nombre de données. Alors je sais pas, il y a des investigateurs ici qui peuvent peut-être en parler. Bien, merci beaucoup. Le professeur Sicard a parlé le premier et il parlera le dernier. Non. Donc, professeur Sicard. Oui, je voulais simplement savoir si dans la ville, la base de données de la CNAM est utilisable pour savoir quelle est l'échelle des dosages utilisés par les dizaines, voire centaines de milliers de personnes qui le prennent depuis plusieurs années. Alors c'est en cours d'exploration, de demande de l'Agence du médicament, bien entendu, mais ce n'est pas seulement pour le dosage, c'est surtout pour les effets indésirables. Parce que le problème de safety, comme ils disent à l'agence, parce qu'ils ne disent pas sécurité, ils disent safety, je pense, c'est le problème de safety qui est majeur dans l'autorisation de l'autorisation de mise sur le marché, le bénéfice-risque. Alors évidemment, on a ici dans l'amphi celle qui a écrit l'article et qui a fait l'étude sur les 50 000 morts, Madame 50 000 morts. Alors c'est la dame en blanc, justement, la statisticienne, Madame Hill. Moi je dis un mort toutes les 12 minutes à cause de l'alcool en France. Et c'est évident que ça, c'est un effet indésirable très grave. Oui, alors pour répondre à votre question, à Cochin était venu quelqu'un qui travaille à la CNAM, le docteur Veil, qui avait montré que les doses utilisées à travers leurs données étaient relativement faibles, notamment en médecine générale, et que c'était plus élevé quand c'était prescrit par des psychiatres. Et c'était un des commentaires que nous avons fait, que probablement l'utilisation n'est pas optimale dans le sens où il y a une crainte de prescrire de fortes doses. Donc on revient tout à fait sur la problématique de la posologie. Bon, bah, écoutez, nous allons nous arrêter. Vous pouvez bien sûr parler aux orateurs si vous le souhaitez. Et nous reprenons à 13h30 tout à l'heure. De choisir et de comprendre la critique. Après... C'est intéressant. Je me disais que tu serais là. Au début, Assister à tout. Assister à tout.